Attends, la Steel Ball quoi? La Steel Ball Run est la plus grande compétition d'équitation de l'histoire des États-Unis. Elle est organisée en 1890 par le charismatique Steven Steele. Le mec qui se tape une mineure là. La course consiste simplement à traverser la totalité du continent américain. De là à de là. À dos d'une seule et même monture. La récompense qu'obtiendra le premier à atteindre la ligne d'arrivée, 50 millions de dollars offerts par le président des États-Unis en personne. Évidemment, cette annonce attire des milliers de michetots venus des quatre coins du globe à y participer. Parmi les plus connus se trouvent entre autres le shérif Mountain Team, le grand Diego Brando et surtout le célèbre Giro Zeppelli del Pepperoni de Mozzarella. Bref, le mec est italien quoi. Et quel monumental crack ce personnage. La première fois qu'on le voit, il est en train de se battre contre un voleur qui essaye de voler 20 $ de sa poche. Heureusement que Giro garde toujours précieusement sa grosse paire de en dessous de sa ceinture pour ce genre de situation. Attends quoi? Ouais, t'as bien entendu. En fait, ce que je t'ai pas dit, c'est que Giro maîtrise une technique ancestrale de la mort qui tue qui s'appelle la rotation d'or. En gros, avec une petite impulsion du poignet, il peut lancer des objets en rotation qui entraîneront tout ce qu'il touche dans ce même mouvement. Dans l'idée, en fait, c'est un peu un mélange entre l'onde des premières parties et un bon vieux Rasengan des familles. Bref, donc Zeppeli lance sa boule de pétanque sur l'ennemi, ça lui provoque une torsion testiculaire pas ouf, puis il peut récupérer son argent comme un tchad. Sauf qu'au même moment, un spectateur de la scène s'approche avec curiosité. C'est le protagoniste de cette partie, Johnny Joestar. Ah, pourquoi il est en fauteuil roulant? On verra ça plus tard, ça marche? Comment ça, mon ref? Enfin, ça roule. Enfin, ouais, bref. L'important, c'est qu'en touchant les boules de Giro, ses jambes se sont remises à fonctionner. C'est à ce moment-là que Johnny prit la décision de l'accompagner dans cette périlleuse aventure. Ses intentions? Apprendre le secret de la rotation dorée afin de surmonter sa paralysie. Pour cela, il devra faire des efforts. Mais heureusement, il est prêt à tout pour accomplir son objectif. Et Giro va quand même finir par accepter de lui présenter sa technique en raison de sa détermination implacable. Mais ce qu'il savait pas à ce moment-là, c'est que leur alliance va les mener à découvrir bien des secrets sur cette course, qui semble en réalité dissimuler un complot politique bien plus important. Des combats dantesques, des trahisons et des alliances inattendues, de nouveaux stands toujours plus stylés, le tout rythmé par une course contre la montre qui ne laisse pas le temps à l'ennui. C'est ça, Steel Ball Run. Allez, sans plus attendre, regardons pourquoi il s'agit de la plus grande partie de JoJo. Toutes les parties de JoJo sont inspirées d'un genre cinématographique différent. Diamonds Unbreakable est inspiré d'un film d'enquête, Stand Ocean d'une intrigue policière et Battletoadsy d'un yaoi. Ouais, j'avoue, elle était facile celle-là. Et bien cette fois, si vous êtes pas trop con, vous l'aurez deviné, Steel Ball Run est inspiré d'un bon vieux western des familles. Alors de base, les films de cowboys c'est vraiment pas mon délire. Genre je trouve ça vraiment éclaté frère, je suis désolé. Mais là, à ma grande surprise, le genre colle juste beaucoup trop bien avec le style d'Araki. Steel Ball Run apporte un véritable vent de fraîcheur au style western de la même manière que One Piece a réimaginé la piraterie. L'ambiance est parfaite, l'histoire ne se limite pas à des combats de fusil piou-piou interminables, et surtout le rythme est juste assez rapide pour comprendre ce qui se passe sans perdre le fil de l'action. Tu te souviens de l'introduction de Giro que je t'ai donné tout à l'heure? Bah seulement ce tome-là, on comprend tous de sa personnalité. Rien qu'en regardant ce qu'il met dans son sac, on comprend que le mec est complètement teubé. Et c'est ça que j'adore dans Steel Ball Run. Araki est devenu un véritable maître dans l'art du show don't tell. Il n'a pas besoin de dire les choses pour qu'on les comprenne, il a juste à les montrer sous forme de dessin. Et ça, il le fait extrêmement bien aussi avec l'univers. Pas besoin d'expliquer l'or. Tu vas bouffer de la mythologie texane matin, midi, soir avec son manga. L'une de mes légendes favorites créées par l'auteur est d'ailleurs la pomme du diable. En gros, c'est une sorte de triangle des Bermudes plus creepy que mon pseudo qui se promène à travers le désert. Si par inadvertance tu y entres, deux options s'offrent à toi. Soit tu finis comme un joueur de LoL et tu restes coincé dedans jusqu'à en crever. Mais j'en peux plus, j'en ai marre! Soit tu survis et tu obtiens un stand. Les survivants les plus chanceux reviendraient même avec entre leurs mains le morceau d'un cadavre sacré qui s'y trouve. Qu'arrive-t-il si on trouve toutes les parties de ce corps sacré et qu'on détient son pouvoir? Ça, vous le verrez en lisant le manga. Tout ça c'est très bien, mais sans mouvement, ça reste une coquille vide. C'est pas un safari de paysage imaginaire saupoudré d'une référence mythologique chelou qui va faire de Steel Ball Run une masterclass. Non, ce qui donne autant de vie et d'importance à ces lieux mystiques, ce sont très clairement les personnages en JoJo, ça a toujours été une dinguerie monumentale. Que ce soit Jotaro, Bruno, Kira Yoshikage ou bien Dio Brando, la simple prononciation de leur nom suffit à savoir de qui on parle. Pourquoi? Simplement car leur auteur a réussi à les rendre intéressants au-delà de leur œuvre. Ils ne sont pas que des acteurs piégés dans leur univers, ils sont devenus de véritables icônes culturelles à travers le monde. Et évidemment, Steel Ball Run ne fait pas exception à la règle, et même à un tout autre niveau. L'écriture des personnages est juste incroyable et très différente de ce qu'on avait l'habitude de voir auparavant. Elle est plus complexe, plus profonde et annihile complètement le concept de bien ou de mal dans l'histoire. Dans cette course, tous les coups sont permis. Les compétiteurs sont juste amenés à se mettre des bâtons dans les roues si quelqu'un s'approche un peu trop de la victoire. Et bordel, s'il y a bien un personnage visé par cette vanne limite sans les handicapés, c'est bien Johnny, c'est le 7ème JoJo de la saga, et donc le protagoniste de Steel Ball Run. Avant de finir dans cet état-là, il était un jeune jockey prodige pour qui l'or et les femmes étaient devenus le quotidien. Ça, jusqu'à ce que, du jour au lendemain... il se réveilla dans un lit d'hôpital, incapable de bouger ne serait-ce que le petit orteil. Bref, il était devenu prisonnier de son propre corps. La question qui se posait probablement à ce moment-là, c'était « Comment j'en suis arrivé là ?» Ce à quoi je lui répondis « Parce que t'es qu'un petit fils de p*** qui a trop pris la grosse tête, frérot !» Ok, alors je vais pas vous spoiler comment il s'est retrouvé dans une merde pareille, mais retenez qu'une seule chose. Johnny est présenté dès le début comme la plus grande
de la saga. Et c'est étrangement pour ça que je le kiffe sa race. C'est justement parce qu'il a de vrais défauts qu'il nous semble plus réaliste. C'est l'un des premiers JoJo profondément mauvais et sans rien pour le mettre en valeur. Pas de montagne de muscles, pas de gentillesse cachée, pas de talent pour se travestir. Et c'est ça qui le rend humain. Et même si on nous le vend comme une grosse merde dès le début, on finit par s'attacher à lui. Car s'il y a bien une chose qui rend Johnny incroyable, c'est son développement de personnage. Après son accident, il s'est rendu compte de la valeur de la vie et s'est mis à regretter son passé. Il s'est donc rendu à la Steel Ball Run pour encourager ceux qu'il prenait de haut autrefois, sauf que grâce à la magie du scénario, il s'est retrouvé à pouvoir monter à nouveau sur son cheval. Steel Ball Run raconte donc l'histoire d'un homme qui apprend à avancer. Mais non, pas dans ce sens-là. Steel Ball Run raconte donc l'histoire d'un homme qui se bat pour devenir la meilleure version de lui-même. Pour ça, il se met au défi de remporter cette course malgré son handicap. Et ça ne sera pas chose aisée. Mais heureusement pour l'aider, il pourra toujours compter sur le grand. Oui, je sais, je vous casse les couilles depuis le début de la vidéo avec ce mec, mais je vous jure, c'est vraiment le roi de ce putain de manga. Jairo Zeppeli, le second personnage le plus important de l'histoire. Déjà qu'il a un flow monstrueux, il est badass, intelligent, loyal, bref, il est l'idéal que Johnny aurait toujours voulu être. Et ça tombe bien car il va l'aider à le devenir. Jairo est en quelque sorte son mentor pendant la course, et il accepte de lui montrer les bases de la rotation, à condition que celui-ci l'aide à atteindre son but. Au début, les deux personnages se suivent simplement par intérêt commun. Cependant, ils finissent par tisser des liens d'amitié tellement forts que leur complicité en devient véritablement fraternelle. Sur la tête de ma mère, à la fin, t'as l'impression de regarder Les Intouchables au Far West. Le pire, c'est leur délire. Jairo est censé avoir la tête sur les épaules, donner l'exemple, mais non, il préfère sortir des sons désastreux. Là, clairement, j'ai envie de m'énerver. Je baisse ta mère, fils de pute, ton père. Bref, leur duo est iconique car l'un n'est rien sans l'autre. Et Jairo voit aussi en Johnny ce qu'il aurait toujours voulu être, un homme combattant ses démons du passé afin d'atteindre ce qui lui tient vraiment à cœur. Les deux protagonistes se poussent donc constamment vers le haut, s'approchent de la victoire et... Derrière ses airs de leader altruiste, Valentine cache en réalité une facette bien plus sombre, celle d'un dirigeant manipulateur, hypocrite et justifiant ses actes profondément immoraux au nom de la justice. Pourtant, son souhait le plus cher n'est que d'élever les États-Unis au rang de première puissance mondiale. Pour lui, la paix véritable ne peut s'obtenir que si tout le monde respecte l'autorité. Et cette emprise politique, il pense pouvoir l'atteindre en s'appropriant tous les morceaux du corps saint. Un patrimoine qui lui permettrait de prouver son autorité spirituelle au monde entier comme le fait le Vatican. Et en soi, c'est un objectif complètement respectable. Mais le vrai problème se trouve dans les méthodes qu'il utilise, son acharnement. Il est littéralement prêt à tout sacrifier pour éviter des dangers potentiels. Et bon, parfois il abuse un peu de son pouvoir aussi, comme pour buter des gens, ou je sais pas, se taper une mineure de 15 ans par exemple, comme normal. Et c'est bien ce contraste qui fait toute la profondeur du personnage. Tant bien même ses valeurs sont plus nobles que celles du protagoniste, on finit par le détester pour ses penchants sadiques. Au fond de nous, on sait qu'il a objectivement raison, mais on préfère quand même suivre le combat que Johnny mène, voulant prouver que peu importe son pouvoir, peu importe combien sont contre lui, sa vie a tout autant d'importance que les rêves du président. Jamais vu un président de la 5ème République aussi nul que vous. C'est donc sur un dilemme moral que nous laisse l'antagoniste de la partie 7, celui de déterminer la valeur entre la vie d'un seul homme et l'avenir de l'humanité. Bref, c'est un méchant formidablement bien écrit. Le genre qu'on adore détester mais qu'on déteste aussi adorer. Bon, ok, j'ai compris, on n'est pas dans un cours de philo, je passe à la partie intéressante de la vidéo. Les stands. Clairement mon système de pouvoir favori de toute œuvre confondue. C'est une idée inépuisable, originale et un outil de communication incroyablement efficace. Et dans Steel Ball Run, bah, ils servent à rien. En fait, on ressent énormément l'envie d'Araki de les raréfier pour laisser place à un nouveau système de pouvoir, et par le fait même donner de l'importance aux personnages qui en possèdent déjà un. Donc, étant donné que vous les présentez dans cette vidéo reviendrez à faire un diaporama de spoilers, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer ma série de shorts sur le sujet. Mais bref, pour donner un peu de contexte, je me devais quand même de parler du stand de Johnny Joestar. Tusk, cette petite merde immonde. Il est dégueulasse et son pouvoir l'est tout autant. En effet, Tusk permet à son manieur d'utiliser ses gros ongles comme des balles de revolver. Ce pouvoir peut être utilisé autant de fois qu'il le souhaite, à condition que ceci soit complètement repoussé après chaque utilisation. À première vue, ça sent complètement nul à chier, et même si ça l'est un petit peu, croyez-moi, Tusk est littéralement le stand le plus redoutable du manga. Déjà, c'est un stand évolutif, il possède donc 4 formes différentes séparées en actes avec toujours une capacité améliorée. Et évidemment, il est le reflet de l'évolution psychologique du protagoniste. Quand Johnny prend en maturité, qu'il gagne en expérience, son stand évolue. Mais là où il devient une véritable machine de guerre, c'est quand il parvient à l'utiliser avec la rotation d'or des épélis. Combiné à celle-ci, Tusk peut créer de mini-vortex à tête chercheuse, capables de tordre la matière à l'infini dans une dimension de fractale, lui permettant entre autres de se déplacer au niveau cellulaire mais aussi d'attaquer. Bon merde, en gros il est sur son corps comme la daronne à Seb pour se téléporter, c'est plus clair. Et c'est cette fameuse rotation qui fait la force de l'œuvre. Tu verras jamais un pouvoir aussi perché et stylé dans un autre manga que Jojo. Le plus kiffant dans tout ça, c'est que les protagonistes trouvent toujours un moyen ingénieux et cohérent de l'utiliser. Que ce soit pour guérir, aveugler avec du sable, casser des membres ou bien rouler les spaghettis, tu sens qu'ils maîtrisent ce savoir-faire aussi bien qu'Araki maîtrise son sujet en physique quantique. De quoi c'est quoi le rapport? Ben simplement car cette technique s'inspire de la suite de Fibonacci. C'est une spirale infinie aux proportions absolument parfaites que l'on retrouve partout dans la nature et les œuvres d'art. Et d'ailleurs, en parlant d'art...
Jojo n'a jamais été aussi beau que dans Steel Ball Run. On a le droit à des pages de couverture absolument sublimes avec une palette de couleurs rappelant fortement les affiches de vieux western, comme on peut le remarquer sur les volumes 22 et 11, que je trouve particulièrement magnifique à cause de ce gros BG de Gyro qui tape sa meilleure pose. Mais le plus beau dans tout ça reste le moment où tu ouvres la première page. Des paysages grandioses, un jeu de perspective audacieux et des expressions qui frôlent le réalisme. Bref, Araki a atteint le plus haut potentiel de son style. Mais malheureusement, il risque d'y avoir un gros problème quand il va falloir adapter le manga en animé. Les chevaux. Les chevaux sont omniprésents dans la partie 7 et coûtent extrêmement cher au studio d'animation. Leur anatomie est différente, ils ont plus de membres en mouvement, plus de couleurs. Imaginez le bordel que c'est pour animer une scène où il y en a à perte de vue. Non, le cheval c'est pas génial et y a pas besoin de lire Berserk en mangeant des lasagnes Findus pour s'en rendre compte. C'est pour ça qu'il faut pas hésiter à lire dès maintenant. Le manga est juste magnifique et ce serait con d'attendre jusqu'en 2033 pour voir une course d'appendicite infectée. Bon, j'avoue, j'exagère un peu. Cette partie est la version propre de toutes les autres. Les personnages y sont complexes, bien développés, le scénario est captivant, le style est visuellement orgasmique et l'utilisation des stands est carrément innovante. Et voilà pourquoi tous ces éléments combinés font de Steel Ball Run une expérience plus que mémorable pour les lecteurs et surtout font de cette partie une véritable. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est la première que je fais sur cette chaîne et loin d'être la dernière. Elle m'a pris pas mal de temps, alors si vous voulez que je continue sur cette lancée, n'hésitez pas à me suivre pour ne rien manquer. Bon allez, je vous dis à la prochaine et d'ici là, lisez Jojo.